Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'émotion d'une ville à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Un garçon de 15 ans a été tué par balle. Son père témoigne dans ce journal. 2 personnes sont en garde à vue. Nous rejoindrons Georges Brenier sur place. En une semaine, 3 enfants de 14-15 ans ont trouvé la mort en région parisienne. Ville déserte, Nice et Dunkerque vivent leur premier week-end de reconfinement. Une mesure qui pourrait être étendue à 20 départements pour lesquels le Premier ministre demande au préfet de prendre des mesures immédiates. Vous relâchez-vous 1 an après le début de l'épidémie et avec l'arrivée des beaux jours, la tentation est grande de négliger les fameux gestes barrières. Soignants et élus appellent à poursuivre les efforts. Les chiens mènent l'enquête. Quelques heures après un incendie, nous avons suivi le travail de ces coéquipiers de choc pour les pompiers. Plus sensibles que les détecteurs, ils aident à déterminer l'origine des sinistres et à retrouver d'éventuelles victimes. Enfin, nous rejoindrons la nature sauvage du parc national des Cévennes. Plus de 90 000 hectares situés entre la Lozère, le Gard et l'Ardèche. Pas moins de 2500 espèces animales et seulement 700 habitants au cœur de ce parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se trouvait dans une maison de quartier lorsqu'un tireur depuis la rue l'a atteint. Un adolescent de 15 ans est mort par balle hier après-midi à Bondy. Ses proches, à commencer par son père, dénoncent un acte de violence gratuite. Témoignage recueilli par Georges Brenier, Régis Rouanet et Bertrand Lachat. Tout au long de la journée, ils sont venus en silence, souvent les larmes aux yeux. Un dernier hommage à Eyman, 15 ans, un enfant de Bondy. C'est ici, dans ce centre de loisirs municipal, qu'il a été abattu hier d'une balle en pleine poitrine. Une scène ultra violente qui a tétanisé les habitants du quartier. On reste solidaire, c'est un petit enfant de Bondy, c'est un fils, c'est un frère, c'est un pote. Ça n'a plus aucun sens, c'est pas logique, c'est pas normal, on a peur pour nos enfants. Vous voyez, c'est un enfant de 15 ans, ça pouvait être ma fille. Parce qu'en plein vacances scolaires, je pouvais l'inscrire au centre de loisirs, elle pouvait se retrouver là aussi. Une balle, ça pouvait être ma fille, ça pouvait être la fille d'une autre personne, c'est inquiétant. Eyman a été tué sous les yeux de son propre père. Tous les deux étaient avec la directrice du centre quand le meurtrier est descendu de son scooter et a glissé son pistolet à travers la boîte aux lettres du local. Elle a dit c'est lui, il ne faut pas lui ouvrir la porte. Et tout de suite là, il a sorti là, il a tiré la balle et la balle elle est partie directement, voilà, elle a touché mon fils quoi. Après quelques secondes, il m'a dit papa j'ai mal. Il a mis sa main comme ça, j'ai mal. Et moi j'ai parti pour regarder s'ils sont partis tout ça, j'ai retourné comme ça, j'ai vu mon fils par terre. Voilà, c'était ça. Le meurtre a un mobile futile, une banale bagarre. Eyman était d'ailleurs totalement inconnu des autorités. Il n'était ni dans le trafic de drogue, ni membre d'une bande. Mon fils, c'est pas quelqu'un qui prend de la drogue, qui est dans un clan de la drogue. Mon fils, c'est un enfant qui est gentil, c'est un enfant qui est stable dans sa vie, c'est un enfant qui aime bien le sport. C'est-à-dire l'image de mon fils, là je veux pas. Là je veux pas ça. Passionné de boxe thaïlandaise, l'adolescent s'était récemment qualifié pour les championnats de France catégorie cadet. Ces 3 jeunes qui le connaissaient évoquent un collégien doué et apprécié. À 15 ans, le pauvre. 15 ans, on n'a pas à se faire tuer en sortant, en étant au centre, c'est les vacances. Il profitait de ses vacances avant de reprendre l'école lundi. À 15 ans, c'est triste. On n'a rien fait à 15 ans. C'était un sportif, il jouait, il s'amusait et sortir et se faire tuer pour rien du tout. Pour rien, c'est vraiment dommage. Hein. Les 2 meurtriers présumés se sont livrés ce matin à la police. Ils sont ce soir toujours en garde à vue. Georges Brenier, que l'on retrouve en direct de Bondy. Bonsoir Georges. Vous le disiez, 2 personnes ont été placées en garde à vue ce matin. Que sait-on d'elles ? Eh bien, il s'agit de 2 frères. Ils n'ont que 17 et 27 ans, mais ils sont déjà tous les 2 très connus des autorités pour de nombreuses affaires. Tous les 2 se sont donc rendus spontanément ici, juste derrière moi, dans les locaux de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Il faut dire qu'ils savaient qu'ils étaient activement recherchés, évidemment par les enquêteurs, mais aussi par tout un tas de jeunes qui voulaient venger la mort de leur copain Eyman. En garde à vue, les 2 frères sont peu bavards, leurs explications sont assez laborieuses. En tout cas, le mobile semble en effet totalement futile, rien à voir avec une affaire, par exemple, de drogue. Il s'agit, semble-t-il, d'une simple bagarre qui a totalement dégénéré. Les 2 frères, toujours en garde à vue ce soir, risquent désormais, s'ils sont condamnés, la prison à perpétuité. Merci beaucoup, Georges, pour ces toutes dernières informations. Dans l'actualité également, le retour du confinement, mais seulement pour le week-end, à Dunkerque et sur le littoral des Alpes-Maritimes.
Face à la propagation du variant britannique, la mesure est entrée en vigueur hier soir et jusqu'à lundi matin. Voyons comment cette première journée s'est déroulée à Nice. François-Xavier Ménage, Irina Fourny, Pauline Normand. Elle était prise d'assaut hier encore, vide aujourd'hui, la plage de Nice sans le moindre habitant ni touriste. Longue de 7 km, la promenade des Anglais aussi est abandonnée. Un petit goût de déjà-vu pour les riverains qui en sont à leur 3e confinement. Écoutez, c'est très agréable parce qu'on voit qu'il n'y a pas de pollution, on respire bien, c'est calme. Hormis le fait que je ne peux pas me baigner, j'aime bien me promener sans voiture. Voilà. La promenade des Anglais particulièrement vide, il faut dire tout de même que la mairie a interdit cette partie généralement la plus fréquentée sur le littoral. C'est écrit sur cette barrière. En revanche, de l'autre côté du trottoir, là vous pouvez circuler. Du coup, certains Niçois sont un peu perdus. Ça rime à rien, je trouve. Ok, il y a des restrictions parce que d'accord, il y a le Covid, je comprends. Mais nous interdire tout et n'importe quoi, je trouve ça abusé. Il faut que ce soit en fait cohérent. Là, c'est pas du tout cohérent. Dans le centre-ville, la coulée verte plongée dans le silence. Place Masséna, la police nationale multiplie les patrouilles. Bonjour monsieur, contrôle de police. Vous pouvez me présenter votre attestation avec une pièce d'identité s'il vous plaît? À côté, la police municipale fait de même. Bilan à la mi-journée, 8% des personnes contrôlées sont verbalisées. Amende 135 €, fini la tolérance, nous dit-on. La crise à Nice et dans les Alpes-Maritimes atteint un niveau sans précédent, voilà, en matière de taux d'incidence, en matière de contamination, en matière de lits d'hospitalisation occupés. Donc oui, effectivement, il fallait prendre des mesures locales fortes. Parmi ces mesures, seuls les commerces jugés essentiels ont le droit d'ouvrir. Sur ce marché, affluence réduite. Faire ses courses, oui, mais pas plus d'1 heure et avec attestation. Pour cet artisan qui a dû fermer son atelier, ça commence à faire beaucoup. À un moment donné, on vous dit qu'on se contamine à l'intérieur et on empêche les gens de sortir de chez eux. Est-ce que ça va bien dans leur tête à un moment donné? Après 2 week-ends de confinement, si la situation sanitaire ne s'améliore pas, le préfet évoque désormais officiellement l'étape suivante, un possible confinement généralisé. Situation similaire à plus de 1000 km de là, dans l'agglomération de Dunkerque, où l'on vit aussi un week-end confiné. Voyons comment les habitants ont occupé leur samedi à Créwick. Cédric Pueyo, Pierre Humet. Sous un grand soleil, premier week-end de confinement pour Dunkerque, mais aussi pour une cinquantaine de petites communes aux alentours, à 15 km à peine. Bienvenue à Créwick. Ici, les 700 habitants confinés ont quasiment tous la chance d'avoir un jardin et de quoi s'occuper. Bricolage par ici, collecte de bois par là. Stéphane préfère nettoyer, enfin, lustrer sa voiture. Je m'occupe de mon véhicule plus que d'habitude. Vous auriez fait quoi sinon? Des bonnes promenades en famille. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, on doit rester chez nous et c'est pour notre bien et pour le bien des autres aussi. On va essayer de nettoyer la terrasse, pas mal de choses. On va jouer dans le jardin avec la petite et la maman. Alors, autant vous dire qu'on n'a pas croisé grand monde dans les rues. Certains se passent même du masque, pourtant obligatoire. Mais tout le monde avait bien rempli son attestation. Promenade du chien, par rapport à Dunkerque ou les grandes villes, c'est vrai que nous, c'est vraiment minime. Il faut être prudent. Dans mon intérêt, c'est de respecter. Moment choisi par monsieur le maire pour nous parler du respect du confinement dans son village. Moins de contraintes, c'est certain. Il y a moins de contraintes et ça leur permet quand même de profiter des espaces extérieurs, dans les règles du confinement du week-end, bien entendu. Mais c'est un peu plus, ça paraît plus souple. Démonstration avec ses voisines, quelques mètres plus loin. Sans masque. Sans masque, bien sûr. Pourquoi? Il y a une distance entre nous. Demain, les habitants de Créwick devront trouver d'autres activités avant d'être reconfinés le week-end prochain. Ce confinement le week-end ne concerne pour l'instant que les régions de Nice et de Dunkerque, mais d'autres pourraient bientôt suivre. 20 départements sont sous surveillance renforcée. Et là, les contrôles vont se durcir avec un objectif, tout faire pour éviter un reconfinement national. Les mesures d'ailleurs prises jusqu'ici sont-elles vraiment pertinentes sur un plan sanitaire? Marine Brossard, Alexandre Godin, Hortense Villatte. Après un confinement strict au mois de mars, vous avez tout connu. Le couvre-feu à 20h, le couvre-feu à 18h et désormais le confinement le week-end par endroit. Et vous avez parfois du mal à comprendre. Franchement, j'arrive plus à suivre, je préfère un confinement strict. Des petits pansements qui ne sont pas très efficaces. J'ai pas envie de me reconfiner pour une 3e fois.
À 18h, le couvre-feu, on est tous sur les mêmes horaires en même temps, donc il y a une concentration. Donc je ne sais pas si ça a vraiment un effet. Alors le couvre-feu est-il efficace? Peut-il suffire à maîtriser l'épidémie? Il a en tout cas eu un effet net. Dans les zones où il a été mis en place dès la mi-octobre, la courbe de l'épidémie a commencé à infléchir avant le reconfinement. L'avancement à 18h a-t-il eu un effet? Oui, mais aujourd'hui, la donne a changé. L'avancée du couvre-feu de 20h à 18h a été observée sur la circulation du virus, mais essentiellement sur la souche historique. Et en revanche, ne peut à ce jour être une solution pérenne pour limiter l'engorgement hospitalier dans les semaines à venir, compte tenu de la circulation de ces variants surcontagieux. Alors un confinement ciblé, le week-end par exemple, serait-il efficace? C'est ce qui a été instauré en Guyane en complément d'un couvre-feu pendant près d'un mois. Le résultat y est impressionnant. Réduction d'un tiers des contaminations. Mais cette mesure a été prise alors que le virus circulait 2 fois moins qu'à Dunkerque. Plus vous mettez une mesure de freinage tôt, plus elle est efficace rapidement. Plus vous attendez pour la mettre en œuvre en essayant d'autres mesures à la place. Plus une fois que vous la mettez en œuvre, il faut qu'elle tienne longtemps. Alors faudrait-il à la place un confinement plus long, en une seule fois? À partir de quand les effets du confinement se font-ils sentir? Quand on regarde la courbe des patients en réanimation, l'effet confinement est bien là, mais seulement au bout de 3 semaines. Une solution que le gouvernement cherche à éviter à tout prix pour épargner le moral des Français et leurs finances. Chaque jour de confinement strict coûte 1 milliard d'euros à l'économie française. Ce soir, on enregistre 23 996 cas supplémentaires en 24 heures. C'est 7% de plus que samedi dernier. Certains expliquent ces mauvais chiffres par des images comme celle-ci. Regardez les quais de Seine à Paris, bondés cet après-midi. Alors, y a-t-il un relâchement des gestes barrières? Laszlo Gélabert et Thomas Rolnik sont allés le vérifier en région parisienne. Au premier rayon de soleil, toujours les mêmes scènes. Des pique-niques improvisés, des discussions entre amis. L'occasion de tomber le masque. On n'arrive pas à résister à venir prendre le soleil sur les quais pour notre pause déjeuner. C'est plus fort que ce nous. Sur ces quais de Seine noirs de monde, difficile de garder le mètre de distance recommandé. Ce groupe de jeunes avoue ne pas forcément faire attention. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a un ras-le-bol général. En tous les cas, même s'il y avait eu des gens à côté de nous, on se serait quand même mis là, peu importe les distances. Pourtant, depuis 1 an, les consignes sanitaires font partie de notre quotidien. On se tient la main, mais on porte nos masques quand même, hein. Attention. Je me lave les mains dès que je rentre et puis je mets mon masque. Devant cette boulangerie, justement, les clients sont tous masqués, certes, mais ils sont serrés. On essaye de faire quand même attention, voilà, quand il y a du monde. À l'intérieur, pas plus de 3 personnes en même temps. Et attention, la patronne reste vigilante. Quand il y a des gens qui rentrent un petit peu trop nombreux dans le magasin, on les rappelle à l'ordre, on leur dit de s'écarter, de prendre des distances. Sur ce marché aussi, tout le monde porte le masque. En revanche, ils sont nombreux à avoir oublié un essentiel. J'avoue que souvent j'oublie mon gel. Le gel de temps en temps dans ma poche, là aujourd'hui je l'ai oublié. Pour cet habitué du marché, c'est un réflexe. Le temps que ça s'imprègne. Je crois que les gens le font assez. Ils ne le font pas du tout. Ils ont déjà du mal à porter le masque et à garder les distances. Certaines familles ont préféré le parc et le plaisir d'un barbecue tout en évitant la foule. Les gens sont pas trop collés, quoi. Ici, l'avantage, c'est que c'est assez grand, donc on devrait pas être agglutiné, quoi. Et puis, quand il y a quelqu'un qui s'approche, même si on met pas le masque, on le remet. Une bonne façon d'apprécier la chaleur des beaux jours, en attendant de pouvoir profiter de la chaleur humaine. Elles sont depuis hier considérées comme des commerces essentiels. Les 3300 librairies de France sont donc désormais autorisées à ouvrir quand les villes sont confinées. Cela n'avait pas été le cas à l'automne dernier. Le combat et le soulagement des libraires, vus par Michel Izard, Léa Caboche, Patrice Roubaud. Ça te fait plaisir d'être essentiel, hein ? Les clients sont venus la féliciter dès ce matin. À l'automne, cette libraire cannoise s'était battue pour rester ouverte. Sans changement de règles, avec le confinement local sur la Côte d'Azur, elle aurait dû fermer sa boutique. Quand la nouvelle est tombée, on était absolument sidérés. C'est une victoire que le livre soit enfin reconnu comme essentiel.
Aujourd'hui, dans les librairies, le texte le plus important n'est pas sur la couverture des livres, ni même à l'intérieur des pages. Il est dans la lecture sèche et froide du journal officiel. Décret 2021-217, où l'on voit que dans la liste des commerces essentiels s'ajoute le commerce de détail de livres. Parce que les nourritures intellectuelles, c'est important aussi, donc il n'y a pas de raison. Ainsi, la menace d'un confinement n'empêchera-t-elle pas d'assouvir toutes sortes de faim? Et l'on pourra commander aussi bien une livre de carottes que 2 et même 3 livres, sans modération. À Juvisy-sur-Orge, depuis 12 ans, avec sa clientèle, Philippe Soussan tisse des liens. Il avait très mal vécu la fermeture totale du premier confinement. On revendique l'idée d'être un commerçant. On a aussi l'idée de porter un message, de porter des valeurs, de porter quelque chose qui va aider les gens à vivre et à être autrement. À Paris, dans cette librairie qui a été créée en décembre dernier, c'est le soulagement. Pour Léa Sherman, l'audace a payé. Malgré la crise, le succès est au rendez-vous. Les gens, il faut bien dire, ont le temps de lire, parce qu'avec un couvre-feu à 18h, on est bien heureux de trouver un livre en rentrant chez soi parfois. Donc la période est spéciale, mais pas défavorable à la librairie. Un premier pas peut-être pour les autres activités culturelles. Cela fait maintenant 1 an que le monde entier vit au rythme de cette pandémie. Parmi les principaux pays touchés, les États-Unis et la ville de New York, totalement dépassée lors de la première vague. Un souvenir douloureux pour les soignants, comme cette femme médecin française que nos correspondants Catherine Gentil de Cannecaude et Mathieu Derrien ont rencontrée. Dans le centre de New York, à Times Square, la vie semble avoir repris presque comme avant. On remarque juste au milieu des publicités un message pour remercier les soignants. Il y a 1 an, en effet, la ville était déserte, silencieuse, terrassée par le Covid. Nous partons à Brooklyn, l'un des quartiers de la ville les plus durement touchés par la pandémie. Nous allons retrouver une des médecins qui a vécu ce drame en première ligne. Donc ici, l'année dernière, on avait 3 ou 4 camions de morgue. Donc 3 personnes sur 10 qui entraient à l'hôpital n'en sortaient pas. Au pire moment de la pandémie, il y a presque 1 an, Sarah nous avait permis d'entrer dans son hôpital pour témoigner du drame qui se déroulait. C'est une maladie qui est encore inconnue et qu'on ne comprend pas encore. C'est ce qui est très frustrant pour nous, les docteurs, les scientifiques, mais on fait ce qu'on peut. Durant toute cette période, elle ne s'est arrêtée que quelques jours quand elle-même a été infectée par le Covid. Régulièrement, elle a travaillé plus de 24 heures d'affilée. Aujourd'hui, certains lits sont vides, comme le montrent ces images tournées par Sarah, car il n'y a plus un afflux de malades comme l'année dernière. Mais les souvenirs sont indélébiles. C'était très dur. Je ne vais pas dire combien de fois je suis rentrée dans ma voiture avant de rentrer à la maison, je me suis effondrée en larmes. Ça arrivait plusieurs fois. Puis dès qu'on arrive à la maison, c'est directement décontamination. Aucun enfant ne peut me toucher, alors que normalement, dès que j'ouvre la porte, il y a 3 petits gosses qui me courent dessus. Coucou! Sarah a été vaccinée récemment et aujourd'hui, les câlins sont de nouveau permis. Ses enfants considèrent que c'est une héroïne et son mari aussi. Extrêmement fier, et pas plus fier que moi. La journée, cependant, n'est pas finie. Sarah a noué des liens indéfectibles avec d'anciens patients qui ont frôlé la mort et dont elle continue de s'occuper. Sans elle, nous n'aurions pas survécu. Que Dieu la bénisse. Sarah sait que le combat contre le Covid est loin d'être terminé. Elle est prête à y consacrer presque toute sa vie. Et revenons en France. Il est souvent considéré comme le meilleur ami de l'homme. Le chien est aussi un coéquipier de choc pour les pompiers. Son flair aide les soldats du feu et la police scientifique à déceler l'origine d'un incendie et à retrouver des sinistrés. Le fruit d'un entraînement de pointe que vous font découvrir Michael Guilleux et Romain Reverdy. L'incendie n'est pas encore complètement éteint. Toute la nuit, les pompiers ont lutté contre les flammes dévorant cet entrepôt. La brigade cynophile vient d'être appelée. Alors là, je suis en train d'équiper le chien pour la recherche de produits accélérateurs d'incendie. C'est de l'essence, c'est du gasoil, du white spirit. Ils doivent aider la police scientifique à déterminer la cause du feu. L'idée de manœuvre, c'est d'abord de commencer par l'endroit le plus sensible, on va dire en bas, donc le chien sera le plus en forme. Oui. Ensuite, on va voir l'étage. L'enquête commence. Tiens, milieu. Pour les pompiers de Paris, c'est une intervention d'un nouveau genre. Ton produit, cherche.
Kaya est encore en formation. Chaque mission est aussi un entraînement. Malgré toutes les odeurs qui se dégagent des décombres, elle a appris à flairer 6 produits inflammables. Ok, c'est très bien. Essence, gasoil, pétrole lampant. Donc là, le chien a marqué. On va quand même faire un prélèvement qu'on fera analyser au laboratoire pour vérifier s'il y avait quelque chose vraiment d'intéressant dedans. Plus sensible que les détecteurs de la police, le chien repère les produits présents. C'est très bien bébé, c'est très bien, viens. Mais c'est ensuite aux enquêteurs de déterminer s'ils ont servi à un criminel pour mettre le feu. La mission s'est bien déroulée. Kaya a identifié 2 produits, mais elle s'est un peu coupée en marchant sur les débris. Ouais, léger. Les bottes, ça va être indispensable. Ce sont des milieux comme ça, donc il va falloir les habituer à porter des bottes. La confiance est primordiale. C'est un lien qui est intense parce qu'il partage notre vie de famille et il partage nos interventions. Le lien, il est au quotidien, dans les moments de stress, il est dans les moments de joie, enfin, il est tout le temps en fait. Après l'intervention, retour à la caserne. 16 sapeurs-pompiers travaillent pour la brigade cynophile. Chacun a son chien et vit avec. Fier de ses 4 mois, Raja est leur nouvelle recrue. Bonjour Raja, comment tu vas? Pour être sélectionné, il a dû passer des tests physiques, mais aussi psychologiques. Par exemple, si on le met sur le dos, avec les 4 pattes en l'air, cette position étant une position de soumission totale, on voit s'il admet ou pas la soumission. Il a un bon petit caractère. Donc moi, vu que je suis quelqu'un d'assez calme et de posé, j'arrive à le contenir. Le chiot sera prêt dans 2 ans. Mais même pour les plus expérimentés, l'entraînement est quotidien. Ce matin, Julius doit retrouver une victime cachée sous les décombres. Il y a une remise en question qui est faite en permanence. On ne peut pas dire aujourd'hui c'est bon, c'est de lac. Bonjour, c'est les pompiers. Il y a quelqu'un? Et puis vers 8 ans, les chiens prennent leur retraite. Pour lui, ce sera dans 1 an et demi. Ça va faire bizarre, ça va faire un petit vide. Malgré qu'il soit toujours à mes côtés, mais ça va faire un petit vide quand même. Le caporal-chef Laetitia forme déjà le successeur de Julius. Eh bien, Pilou. Lui restera son compagnon, mais seulement à la maison. C'est une tendance de fond qui existe depuis plusieurs années. Près d'un Français sur 2 s'est déjà fait livrer à domicile ou au bureau. Mais avec la crise sanitaire, le phénomène s'amplifie considérablement. Il ne se limite plus au seul repas. Désormais, tout, vous allez le voir, se livre. Enquête d'Axel Monnier, Jean-Philippe Equette et Anne Barrier. En route pour la première livraison de la journée. Cette entrepreneuse débarque dans cette maison avec tout son barda. Le mari a prévu une soirée romantique surprise pour son épouse et c'est elle qui s'occupe de tout. En 1h15, elle vous livre un spa à domicile. Au milieu de votre salon. Là, on est pas mal. Je trouvais pas de personne capable de le faire, de me le livrer à domicile. Donc j'ai décidé de monter ça moi-même, pourquoi pas. Puis le premier confinement, en fait, on a triplé le nombre de demandes. Prestation à partir de 80 €, option décoration non comprise. Ça permet vraiment de filtrer et de chauffer l'eau. Quelques conseils d'utilisation et c'est parti pour 24 heures de relaxation sans sortir de chez soi. Eux n'ont pas de jacuzzi dans leur salon, mais des dizaines de boîtes de jeux. Secret, c'est ça? Secret, ouais, c'est celui-là. Robin et Alexandre viennent de lancer leur entreprise et c'est depuis le siège de celle-ci, dans l'appartement de l'un d'eux, qu'ils préparent les commandes de jeux de société. On a une commande qui est prête. Qu'ils s'apprêtent donc à livrer. Au même titre qu'on ne stocke plus des centaines de CD, de DVD chez nous, qu'on a accès à des plateformes en ligne, eh bien, nous, on s'est dit qu'on devait avoir accès aux produits culturels et aux jeux de société via un autre moyen. Et donc, pour nous, la livraison était une solution assez naturelle. Surfant sur l'engouement autour du jeu de société... Merci. Bonne soirée. Au revoir. Ils proposent plusieurs abonnements. Ce couple, par exemple, a choisi 2 jeux en location chaque mois pour 13 €. À peine livré et déjà consommé. 1, 2 et 3. Merci. Tac. Manqué aussi. C'est bien de tester et de pouvoir jouer et voir ce qui nous correspond. Ça permet surtout de ne pas avoir à stocker, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, vous pouvez tout vous faire livrer à domicile. On a testé. Plantes, vêtements, instruments de musique, petit déjeuner, nécessaires de rasage, alliances, médicaments et même alcool, cigarettes ou préservatifs. Attention, le prix de certains produits sera toutefois doublé.
Et vous, qu'aimeriez-vous recevoir sur un plateau? Si je pouvais me faire livrer un musée à domicile, ça serait sympa. Un chef à domicile, ouais. Des vraies vacances. En attendant, je peux vous proposer un voyage dans le temps. Car la livraison à domicile, ça ne date pas d'hier. Elle apparaît et se développe à la fin du 19e siècle, avec l'essor des grands magasins. Les enseignes s'en font même une spécialité. Le but, se démarquer en offrant un service de luxe à la bourgeoisie parisienne. Autre date clé en France, 2003, l'explosion du commerce en ligne. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la livraison à domicile touche toutes les classes d'âge. Les seniors s'y étaient déjà mis, hein, les baby-boomers s'y étaient déjà mis. Les seniors ont testé, donc je dirais là au-delà de 75 ans, ont testé et ont pris goût à la commande en ligne et à la livraison à domicile. Avec la pandémie... Tu veux des pop-corn comment? Des colorés ou des caramélisés? Certaines entreprises ont dû se réinventer. Depuis presque un an... Tiens, déjà ta monnaie, mon pote. Son entreprise dans l'événementiel est à l'arrêt. Plus de séminaires ni de goûter d'enfants. Depuis octobre, il recycle ses machines pour livrer à domicile barbes à papa et pop-corn. En l'occurrence, à une voisine qui en fait profiter ses voisins. Sur le côté financier, ça joue en rien. Là, c'est vraiment sur le côté mental où ça me permet d'aller beaucoup mieux. J'arrive à rester quand même en contact avec mes clients, ce que je trouve pour moi le plus important. Et si à la fin de ce reportage, vous avez encore un peu d'argent... Bonsoir à toutes. Et un peu de place dans votre salon, bonsoir, vous pourrez toujours vous faire livrer des chansons. Le client du jour profite de son grand sous-sol pour fêter l'anniversaire de sa maman en musique pour 400 €. 7 ans que ce chanteur propose ce service, devenu essentiel tant que les salles de concert sonnent vides. Merci beaucoup. Je me considère un peu comme un livreur de bonne humeur, voilà, parce que c'est le but de mon activité. Avec 37% de croissance en un an, la livraison à domicile a donc trouvé sa voie. Et elle est souvent proposée en livraison, surtout en ce moment. La pizza est un incontournable pour les Français. Nous en sommes les deuxièmes consommateurs au monde, derrière les Américains, mais devant les Italiens. Un plat populaire qui s'invite désormais dans les cuisines de grands chefs. Certains osent même en concevoir une version sucrée. Charlotte Casanova et Romain Reverdy. Voici l'un des plats les plus dégustés du moment. La pizza, de plus en plus haut de gamme, alléchante et parfois surprenante. Si vous mettez des ingrédients de qualité et puis que c'est bien assaisonné pour en faire un plat gastronomique. Ça sent bourgeoise avec des bons produits que je n'avais pas l'habitude de manger avant. La pizza, indétrônable. Dans cette pizzeria parisienne, officie Pepe, le champion du monde de ce classique italien. Je dis toujours, c'est facile à faire des pizzas, c'est difficile à faire des bonnes pizzas. La clé de sa réussite, d'abord sa pâte fabriquée à partir de 3 farines différentes. Elle est beaucoup alvéolée à l'intérieur. Une pâte aérée, habillée d'ingrédients de qualité. Des tomates jaunes, de la confiture de figues maison, du jambon de Parme 24 mois, le prix 20 €. Nous sommes bien loin de la pizza originelle, née au XVIe siècle en Italie. Du pain, de la tomate, du fromage, un plat très simple, considéré alors là-bas comme le repas des pauvres. Aujourd'hui, les Français en mangent 10 kilos par an. Un marché de 5,5 milliards d'euros, dans lequel s'engouffrent même les plus grands chefs. Ils n'hésitent pas à poster leurs réalisations sur les réseaux sociaux. La pizza chic, un concept réfléchi pour ce critique culinaire. Il y a des gens très bien inspirés et qui ont fait des longues études de marketing, qui se sont dit là il y a vraiment un créneau, c'est-à-dire on peut s'approprier une recette relativement simple et la monter en gamme. Chez ce spécialiste alimentaire de la livraison à domicile, le filon est exploité jusqu'au bout. Pour une dizaine d'euros, les clients peuvent commander un kit à pizza de base, puis y ajouter en option de nombreux produits de qualité. Un atout pour Aude, grande consommatrice du classique italien. Ça met une petite touche un peu festive dans notre quotidien. Et d'un autre côté aussi, le fait qu'aujourd'hui on puisse faire nos propres pizzas avec des produits de qualité, ça rend aussi la pizza plus attractive. Manon Santini pourrait bien l'inspirer. Elle est championne du monde de la pizza sucrée. Un fond chocolaté,
des agrumes, du basilic. Son dessert ne ressemble en rien à la classique pizza Nutella. Le but, c'était en fait de retravailler tout ça et pour que ça change en fait dans la tête des gens, de travailler beaucoup de produits frais. Je pense que ça va les titiller un petit peu, mais c'est le but, de leur faire découvrir les choses. Cette création française est appelée à voyager. La jeune chef travaille désormais pour un grand groupe de restaurants internationaux. Des pizzas que l'on peut aussi acheter dans des food trucks, ces camions qui vous les préparent sur place. C'est sur ce modèle qu'à Bar-le-Duc, un coach sportif a créé le Fit Truck, une salle de sport itinérante qui permet aux clients de poursuivre une activité malgré la fermeture des salles. Guillaume Gruber et Vincent Recli dans la France des solutions. Sur les routes de Meuse, vous remarquerez à peine ce discret petit camion. Pourtant, il transporte une grande idée pour les sportifs en mal d'activité. Romain s'installe près de chez ses clients. Comme vous voyez, 5 minutes. On ouvre le rayon sur la nature. C'est parti. Allez. Maintenant, 20 dernières secondes à toi. Sa salle de sport mobile fait 22 mètres cubes. 175 pulsations minutes, c'est bien. Elle a tout d'une grande. Redresse. Les salles de sport sont fermées, donc on ne peut pas s'y rendre. Donc lui, il a quand même ce concept qui est génial. Et quand il fait beau, enfin voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. On se met dans des endroits magnifiques, c'est génial. Amplitude et vitesse maximale, gère le souffle. Lors du dernier confinement, on s'est retrouvé à devoir s'entraîner dans très peu d'espace, avec très peu de matériel. Et puis on était au chômage partiel, comme tout le monde. Et la réflexion est venue de dire, on va exporter ça chez les gens, mais avec du coaching vraiment de qualité à domicile. Lancé depuis quelques semaines, le Fit Truck a permis à Romain de s'échapper des salles de fitness pour un investissement 5 fois moins important. Entre le camion et le matériel de départ, c'est un investissement qui représente à peu près 30 000 €. Donc je ne me voyais pas vraiment dans un camion il y a un an, mais chaque journée est complètement différente. Pour chacun de ses clients, le coach se gare sur les plus beaux emplacements. Charlotte habite Bar-le-Duc. Elle profite de la vue. Elle paye 45 € pour 1 heure dans cette salle de sport qui s'adapte à ses contraintes. On gagne du temps, je suis pas très loin de ma fille. Ça me permet de pouvoir lui laisser 1 heure de garde à ma maman et qu'ils viennent à côté de mon domicile. À Bar-le-Duc, le Fit Truck a trouvé son public. Romain aimerait exporter l'idée dans d'autres villes. En France, déjà une dizaine de coachs seraient intéressés pour poursuivre l'effort. On va jusqu'au bout. Elle a été un beau lot de consolation pour les amateurs de ski privé de piste cette année. La mer a attiré du monde pour ses vacances de février. Il faut dire que ce ne sont pas les activités qui manquent et le temps quasi printanier de ces derniers jours a aussi beaucoup aidé. Illustration en Normandie, Kanwaljit Singh, Antoine Vulliez et Antoine Santos. À première vue, on pourrait se croire en Californie. Mais c'est bien sûr des vagues normandes que les surfeurs s'en donnent à cœur joie. Ça fait un bien fou de pouvoir respirer du ciel bleu et de profiter un peu de l'air pur parce que rentrer chez soi tous les soirs à 18h et rester enfermé, c'est pas très agréable en fait. Des vacanciers pour qui troquer des skis pour une planche n'est finalement pas si mal. Au départ, on voulait trouver 4 jours à la montagne. C'était un peu trop compliqué à mettre en œuvre avec les problématiques d'hébergement, donc du coup on s'est rapatrié sur la mer. Pour l'école de surf de Siouville, donner des cours dès février est une première depuis sa création. Les conditions sont parfaites cette semaine pour les vacances, et puis c'est aussi la demande qui était vachement importante, du coup on s'est dit feu quoi. Autre plage, autre ambiance, c'est les sabots dans l'eau qu'on profite du paysage. Ici, la plupart des cavaliers sont des vacanciers locaux. On est proche de la mer, on peut profiter du beau temps et il n'y a pas toujours besoin de partir à l'étranger ou de partir au ski pour pouvoir s'amuser. Pour le club équestre, ces vacances représentent 70% de fréquentation en plus par rapport à la même période l'année dernière. C'est inédit, c'est jamais arrivé. Là, nous avons tous nos clients locaux, plus énormément de Parisiens. Donc on était quasiment complet tous les jours. Passer ses vacances sur le littoral normand, c'est aussi déguster des fruits de mer. Et malgré les restrictions sanitaires, les touristes ne dérogent pas à ce petit plaisir. On prend l'air, on en profite, et même si les restaurants sont fermés, on trouve des substitutions. Donc là, on se fait un pique-nique, plateau de fruits de mer sur la plage. Plus que quelques heures pour certains, mais les plus chanceux toujours en vacances pourront profiter du beau temps encore quelques jours.
Quittons la mer pour les montagnes des Cévennes. Le parc fête ses 50 années d'existence. Situé entre la Lozère, le Gard et l'Ardèche, ce haut lieu de préservation de la faune et de la flore est aussi un lieu de vie. L'unique parc national de France à être habité. Une histoire de nature, mais donc aussi d'hommes. Florence de Juvigny, Florian Perrin, Noélie Claire. Il était un oiseau de mauvais augure. Désormais, le vol du vautour est une fierté pour les artisans du parc national des Cévennes. On pourrait voir un gypaète passer. Le rebord des falaises, c'est un site qu'ils affectionnent particulièrement. À la fin du 19e siècle, le rapace est chassé. Il disparaît du ciel cévenol. Mais pas pour toujours. 25 gypaètes barbus sont réintroduits ici, comme ces deux-là, en 2017. Ces oiseaux qui vont s'envoler ici vont s'imprégner du lieu. Ils vont voyager parfois à travers l'Europe. Et quand ils seront adultes, ils vont revenir nicher dans le secteur. Réintroduire, puis protéger. Guetter le moindre danger pour la faune. Là, on a eu un jeune gypaète déjà électrocuté sur cette ligne-là. Et donc, a fait partie de nos priorités en termes de neutralisation. Celle-ci va être sûrement enterrée ce printemps. Un travail de fourmi. Le cœur du parc recouvre plus de 90 000 hectares, 9 fois la surface de Paris. Un peu plus bas sous la mer de nuages, nous partons sur les traces du castor, lui aussi réintroduit. Pas très vieux. Suivre les copeaux. Plus discrète, la loutre, revenue d'elle-même. Elle a été piégée pendant très longtemps. Une peau de loutre, ça équivalait au salaire d'un ouvrier, un mois de salaire d'ouvrier. Au début des années 90, voir la loutre, c'était vraiment l'exploit. Et maintenant, même sans la chercher, chaque année on arrive à en voir. 2500 espèces animales et 700 habitants, à dénicher, eux aussi. En 1970, les Cévenols de toujours... On ne vit pas comme ceux de la ville, on ne va pas au cinéma, ni même on ne fait pas de randonnée. Maintenant, les gens se promènent, nous, il faut bûcher là. Rencontrent les néo-Cévenols, comme eux, arrivés à la création du parc. On se demandait un peu où on tombait. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de concert. Le parc des Cévennes est monté en puissance progressivement. Donc il y a eu de plus en plus de gens qui ont habité là et des gens qui sont arrivés avec des besoins de culture qui n'existaient pas obligatoirement avant. Pour habiter au cœur d'un parc, il faut savoir se fondre dans le paysage. Interdiction de percer de nouvelles fenêtres ou de modifier le toit de l'ose. On a un contact permanent avec la nature, avec la terre, avec les arbres. Et je ne me vois pas vivre ailleurs que là. En permanence, c'est un émerveillement, quoi. La nuit, les étoiles la nuit, c'est extraordinaire. Aucune pollution lumineuse et un ciel étoilé reconnu comme l'un des plus beaux au monde. Un ciel que cet observateur du CNRS surveille depuis le haut du mont Lozère, tous les jours, depuis 1985. La température maximale aujourd'hui a été de 12,8 degrés. Ici s'affrontent deux climats, montagnards et méditerranéens. Des orages, de la neige, des épisodes cévenols, et ça empirerait. Alors on a beaucoup plus d'événements violents. Les ruisseaux sont secs, bien sûr les poissons disparaissent, qu'il n'y a plus d'eau. Oui, on le voit, le changement, on le voit. Sur 40 ans, on le voit. On va de plus en plus vers deux saisons, une saison humide et une saison sèche. Elles ne craignent ni le climat, ni le relief. Des rayoles, une race cévenole qui a failli s'éteindre. 400 brebis en 1970, 3000 aujourd'hui. Elle fait partie du patrimoine quand même. Après, c'est une bête de montagne. Elle n'a pas peur de marcher, très bonne marcheuse, très bonne mère. Elle a une très bonne laine. C'est une brebis qui a le gène, on va dire, de la transhumance en elle. Elles étaient tellement habituées à partir à telle date, en transhumance, que le jour où elles se sont échappées, elles sont montées toutes seules. De discrètes ouvrières qui, chaque année en estive, grignotent, labourent, dessinent ce paysage, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Place maintenant à une artiste qu'on ne peut que remarquer. Sa personnalité ne laisse pas indifférent, son talent non plus. À 28 ans, Camélia Jordana en est déjà à son 4e album, Facile et fragile, composé en plein confinement et sorti le mois dernier. À Paris, dans un lieu où elle a ses habitudes, elle a livré quelques-uns de ses secrets à Romain Gouachon, Ève Mazet et Léa Caboche. Je chante, c'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. C'était un temps où boire un café en terrasse était possible.
Camélia Jordana en avait même profité pour tourner le clip d'une de ses chansons. Nous l'avons retrouvée dans ce même établissement, où la chanteuse a ses habitudes, en particulier écrire, composer. Elle nous a ouvert les pages de son cahier d'écriture dans le secret de sa création. Enfin là, c'est hyper intime. Hein. Vous rentrez dans des trucs où il y a les versions des choses qui n'ont jamais vu le jour et c'est tant mieux, tu vois. Ils sont tout barrés et tout. Dans ce petit calepin griffonné pendant le confinement, les tubes qui passent aujourd'hui en boucle sur les radios. Il y a vraiment tout l'album qui est là, c'est drôle. Comme son nouveau single Silence. Là, j'avais 2 mois et demi pendant lesquels, à part créer, j'avais pas grand-chose à faire. Je m'abandonne, je déraisonne, sans lendemain. 12 ans de carrière, 4 albums, il est déjà loin le temps de ses débuts dans un célèbre télécrochet. Elle n'avait que 16 ans. Moi, il faut qu'on reprenne, c'est trop lent. Ah ouais? Ouais. Tout est pourtant allé bien vite. En 2018, Camélia conquiert également le cinéma avec un César du meilleur espoir féminin. Je vois 12 années de travail acharné, de rencontres extraordinaires, de beaucoup d'apprentissage, de beaucoup de curiosité, de grande joie. Bonjour madame. Après de récents propos polémiques, notamment sur la question des violences policières, elle n'aspire plus qu'à une chose que son chien Pepper lui apporte. Le calme. Le calme. C'est une princesse, regardez. Devenue une personnalité centrale de la musique en France, Camélia Jordana est aussi l'une de ses plus belles voix, qui attend de retrouver son public pour s'exprimer à nouveau en concert. Le réchauffement climatique faisait craindre aux scientifiques un événement de cette nature. Tôt ce matin, un immense iceberg de la taille de Paris s'est détaché de l'Antarctique. 1270 km² de glace qui se sont décrochés du reste de la banquise. Plusieurs scénarios sont désormais possibles pour les mois à venir. Soit l'iceberg va dériver et s'éloigner, soit il s'échouera et restera à proximité. Voilà, dans un instant, la météo de Tatiana Silva, suivie de The Voice, animée par Nikos Aliagas. On se quitte justement en musique avec La Javanaise de Serge Gainsbourg, l'artiste dont on commémorera mardi le 30e anniversaire de la disparition. Très bonne soirée à tous. À demain. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise.